Dernière question devant, et puis on passera à l'intervention de Pierre de Lion. Oui, j'entends parler de partage, de partenariat. Vous avez utilisé toutes les deux ces mots. Là, on vient de nouveau d'évoquer le partenariat et monsieur, là, a introduit le mot de co-construction. Je crois que c'est un concept intéressant. Personnellement, j'ai découvert la co-construction en créant les CAMS et je me suis rendu compte très rapidement qu'un diagnostic ne pouvait pas être donné. Il fallait qu'il soit co-construit avec les parents. Et je pense que ça s'applique probablement à toute la psychiatrie et que si on ne co-construit pas, on ne fait rien. Bien. Alors, c'est un petit peu comme la publicité. Excusez-moi, je vais avoir un petit temps de publicité qui est communiqué par Roger Salbreux, à savoir qu'il m'a prié d'annoncer que l'Association internationale de recherche scientifique sur les personnes handicapées mentales tiendra un congrès à Bonn. Alors, je prononce très mal Bonn, moi. Bonn en Côte d'Or, le 18, 19 et 20 septembre 2014, et qui s'appellera Créativité, recherche et déficience mentale. Voilà, maintenant je vais vous présenter, mais très succinctement, et pour rester dans l'optique de la journée, Pierre de Lion, que vous connaissez pour tous ses travaux, ses interventions et ses publications. Pierre de Lion est professeur de pédopsychiatrie au CHU et enseigne à l'Université de Lille. Alors, je ramène dans le cadre de ces journées sur lesquelles un certain nombre d'entre vous, et qu'ils soient artistes ou psychomotriciens, et je pense à André Bullinger ou l'équipe je ne sais plus comment elle s'appelait, Equiforia, nous a montré toute l'importance donc de la construction de l'image du corps, toute la construction, je veux dire, du corps. Alors, Pierre, si je veux faire cette petite introduction, c'est que Pierre de Lion ne cesse de rappeler que pour lui, la psychiatrie est une branche de la médecine. Et d'ailleurs, il cite aussi il cite Tosquelles, qui disait à l'époque, la médecine peut-être est-elle une branche de la psychiatrie. Mais cette médecine a des spécificités qui enrichissent très notablement la médecine en général, et qu'il convient donc de s'appuyer sur ces spécificités pour réinventer une médecine plus humaine, spécificité que nous étudions donc depuis le début de ce congrès. On verra que cette notion, je veux dire, de plus humaine est tout à fait d'actualité. Vous en entendrez parler dans les mois qui viennent. Alors, une psychiatrie sans corps est vraiment une illusion fumeuse, parce qu'elle se priverait des moyens de réincarner les mots dans les choses, les idées dans les émotions et la pensée dans le corps, nous dit-il. Alors, il rappelle que cette prise de position est fondamentale dans un temps de désarrimage de la psychiatrie et de la psychopathologie. C'est le deuxième point que je vais développer. Cette psychopathologie, que tu défends fermement avec quelques-uns d'entre nous, cette psychopathologie qui nous permet, je veux dire, d'accompagner, d'aider, d'organiser le dispositif pour un cas particulier et unique, mais aussi pour tous les autres par ailleurs. Alors là, je trouve, et j'écoutais tout à l'heure, et cette psychopathologie qui nous permet d'accueillir, et surtout, j'allais dire, d'accueillir très rapidement une souffrance psychique sans trop attendre. Actuellement, pour vous donner un petit exemple, des parents viennent nous trouver en disant « Docteur, est-ce que vous ne voudriez pas nous donner votre avis, puisqu'on nous a dit que notre enfant était autiste et qu'il fallait 1 an pour avoir un rendez-vous au CRA ». Si je le dis, c'est que c'est très important à ce moment-là de pouvoir recevoir et de pouvoir écouter. Enfin, tu défends une psychiatrie sectorisée avec tout son dispositif institutionnel pour répondre de manière transversale, c'est-à-dire s'adressant à toutes les difficultés psychiques de la population. Quand je dis transversale, c'est pour s'opposer à une vision hospitalocentrique et pyramidale qui voudrait qu'on regroupe à ce moment-là les thématiques sur un département avec un chef qui serait en haut et qui descendrait, je veux dire, tout en bas. Alors, je conclurai en disant que Pierre de Lion s'inscrit dans la filiation, et j'allais dire aussi la parentalité de cette pédopsychiatrie qui est engagée dans la liberté humaine.
je veux dire, il n'y a pas que les pédopsychiatres qui se sont engagés là-dedans, mais c'est ce qui les a aussi toujours caractérisés dans un engagement à la fois très scientifique et à la fois aussi politique. Une dernière chose que j'étais en train d'oublier, c'est pour m'adresser à vous, madame. C'était pour vous dire, puisqu'il faut être pragmatique, je ne sais pas si vous connaissez madame Idou-Tivé. Non. Non. Alors, madame Idou-Tivé donc, est une maman d'un enfant autiste, enfin, qui a créé un blog, puisque ça s'appelle La Créativité, qui s'appelle donc Écoutez l'autisme, et dans lequel elle propose et elle indique tous les jeux qu'elle a fait, toutes les tentatives qu'elle a fait et qu'elle continue à faire avec son enfant. Et elle avait écrit un livre qui était paru dans la revue Autrement, numéro 2, 2009, et qui s'appelait Écoutez l'autisme. Voilà, pour être pragmatique et être dans la créativité. Voilà. Pierre, je te laisse la parole. Merci Christian Guibert, merci Georges Lançon, merci Jean-David et merci aussi Roger Salbreux d'avoir organisé ce troisième congrès là, qui, après Marseille, Lille, Nîmes. Donc ce jeu de yo-yo entre le nord et le sud est très intéressant puisqu'il nous indique que la prochaine fois, ça sera peut-être dans le nord. Je ne sais pas, à moins que j'ai entendu parler de Brive-la-Gaillarde, c'est pas vraiment dans le nord. Bon. Je suis content aussi de la présence d'André Bullinger, qui est un vieil ami et pour lequel j'ai une estime considérable. Avant de commencer peut-être sur le sujet, quelques nouvelles du front, parce que je suis à nouveau embarqué dans un truc qui me prend la tête. Bon, alors ça me soigne de vous en parler, comme ça me fait ma séance de psychothérapie. Comme vous êtes 300, ça fait 300 séances de psychothérapie pour moi. Ça, c'est bien, et puis en plus, c'est gratuit. Donc. J'étais invité par Jean-Marc Ballet à faire une conférence au congrès de l'ANCRA qui avait lieu à fin septembre à Caen. Et donc une association de parents d'enfants autistes qui s'appelle Autism Rights Watch, dont vous avez peut-être entendu parler, a interdit ma conférence. Donc voilà, je suis rentré par derrière dans l'amphi et la conférence a quand même eu lieu. Mais le type était à l'entrée pour m'empêcher de faire ma conférence. Donc il était avec ses enfants autistes et avec d'autres parents. Et je trouvais que c'était vraiment quand même une position très très pénible. Bon. Et puis il a renouvelé ça avec une interdiction qu'il a demandée au président de l'université de Toulouse pour interdire une conférence sur le packing faite par Alain Gillis, qui est un type qui a écrit sur le packing des choses très très importantes. Et le président de l'université a fait droit à son interdiction, c'est-à-dire il a interdit la conférence. L'argument, c'était comme le packing est interdit par l'HAS, on n'a plus donc le droit d'en parler. Bon, vous voyez l'équation. Hein, bon. Alors, je me suis laissé aller dans un mail pour faire un soutien d'Alain Gillis, et j'ai dit que quand même ces procédés antidémocratiques agités par ces agités du bocal commençaient à me gonfler singulièrement. Enfin, j'ai dit ça comme ça, de façon un peu, vous voyez, carabine. Hein, bon. Eh bien, on a reçu, lui et moi, une lettre pour nous faire un procès pour diffamation qui nous coûtera sans doute, si ça a lieu, j'espère que non, mais 6 mois d'emprisonnement et 25 000 € d'amende. Hein, donc voilà, je voulais vous mettre au courant de ces derniers avatars, comme si j'en avais pas déjà assez avec la question du packing et tout le bazar. Bon, voilà. Donc là, ça va mieux. Je vais pouvoir vous parler du reste. Bon. Alors le sujet, c'était psychothérapie institutionnelle et créativité. Alors, dans psychothérapie institutionnelle, je refais un aparté. Bon, je vais peut-être en faire beaucoup, finalement. Je vais peut-être faire que des apartés. Hein. Mais vous avez vu que dans les recommandations de l'HAS, on est passé à côté d'une catastrophe écologique, puisque la psychanalyse, la psychothérapie institutionnelle et le packing étaient normalement non recommandés, interdits par l'HAS. Entre juillet 2011 et mars 2012, date à laquelle sont sorties les recommandations pour de vrai, donc la psychanalyse et la psychothérapie institutionnelle ont été réhabilitées et elles sont seulement non consensuelles. Donc elles ne sont pas non recommandées. Par contre, le packing, lui, a payé le prix fort, continue à être non recommandé, hein, c'est-à-dire interdit de fait. Alors le PHRC que je mène
avec mes amis de toute la France qui participent, et heureusement. Et s'il y en a d'autres qui veulent inclure des enfants, c'est le moment ou jamais. Évidemment, très en difficulté, parce que quand je dis aux parents de l'enfant, on va donc, vous êtes gentils de venir nous voir pour inclure votre enfant dans notre recherche, vous savez que par ailleurs, la recherche qu'on fait sur l'efficacité du packing dans les automutilations est interdite par la HAS. Évidemment, les parents se disent à ce moment-là, alors comment on fait? Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Puisque c'est quand même interdit par la HAS. Hein. Bon. Donc ça pose un problème sur le plan général, hein, qui est un problème qu'on va essayer de surmonter, parce que c'est plutôt mon genre d'essayer de surmonter les problèmes, en allant jusqu'au bout de cette recherche et en publiant dans une revue internationale un article qui montre que c'est déjà le cas pour les 20 gamins qu'on a déjà randomisés. C'est très clair que ceux qui ont des enveloppements vont mieux que ceux qui n'en ont pas. Hein. Bon, donc c'est sûr que la recherche va aboutir au fait que le packing, c'est bien. Les enveloppements, on sait que c'est moins bien que le packing, mais c'est mieux que rien. Et en tout cas, c'est aussi efficace que les médicaments, sinon plus. Bon. Donc on va y arriver, mais en attendant, je vous fais remarquer quand même que pour y arriver, il aura fallu quand même qu'on déplace des montagnes d'une façon absolument considérable, et contre la doxa qui a été établie par un groupe un petit groupe faisant du lobbying de façon extrêmement efficace, là je leur tire mon chapeau, qui ont abouti quand même à ces recommandations, qui ne reposent sur aucune étude légitime. Il n'y a pas une étude internationale ni française qui a établi qu'il y a le moindre inconvénient avec un packing. Donc les recommandations en ce qui concerne le packing sont illégitimes. Je pèse mes mots. Bon, ça, là c'était pour la colère que je sentais monter. Donc là, maintenant ça va mieux sur ce plan-là. Je vais pouvoir vous parler du reste. Bon, il y aura peut-être d'autres apartés. Donc, l'assise de la psychiatrie institutionnelle, puisque ce n'est pas psychothérapie institutionnelle, c'est psychiatrie institutionnelle, il y a le mot institutionnel. Pourquoi on met le mot institutionnel? Parce que si on pouvait soigner tous les patients qui vont mal sur le plan psychique en cure individuelle, ça se saurait depuis longtemps. Hein. Or, vous et moi, dans le médico-social et dans le sanitaire, nous travaillons tous, et les parents font appel à nous pour la raison que ils ont essayé de faire soigner leur enfant ou de le faire prendre en charge en individuel dans les circuits citoyens classiques et que ça n'a pas marché. Donc, on a une référence à l'institution qui est un passage obligé. C'est pas, on pourrait choisir entre les institutions et le reste, c'est un passage obligé. Donc les gens qui s'occupent des institutions se sont très vite dit comment est-ce qu'on peut faire pour que ces institutions restent alors à visage humain. Hein, ça a été dit à plusieurs reprises. Je crois que c'est très important. Ceux qui sont ici, si on se regardait tous les yeux dans les yeux et qu'on se disait tous authentiquement et dans ton institution, c'est vraiment un visage humain, je ne suis pas sûr qu'on serait tous à lever la main. Hein. Donc ce n'est pas une question en l'air, ce n'est pas une question qui ne mérite pas d'être posée, c'est la question qui mérite d'être posée quand on travaille dans des institutions. Alors Jean-François Thiebaud a raison d'insister sur le fait que l'institution, on va le voir un peu dans mon développement, ce n'est pas l'établissement. L'établissement, c'est la loi proposée par les députés et par l'État pour aboutir au fait qu'on a des moyens pour répondre à des missions qui nous sont confiées, par exemple la santé, par exemple le médico-social. Et une fois qu'on a l'établissement, l'établissement dont parlait Mme Maffran, par exemple, qui sont 3 en France, dans cet établissement, en fonction des personnes qui vont le faire fonctionner, alors l'institution qui va en résulter va ou pas avoir un visage humain. Et vous savez bien, il n'y a pas besoin de nous faire des dessins. À Nîmes, c'est comme à Lille et à Angers. Il y a des endroits où on met nos gamins dans les lycées ou dans les collèges parce que ça a un visage humain. Et puis il y en a d'autres où on dit c'est pas la peine de le mettre parce qu'il va se faire casser la gueule. Bon, donc on sait bien la différence entre un établissement où ça fonctionne parce que l'État l'a dit et les gens s'en foutent et ils font comme on doit faire. Et puis il y a des endroits où ça fonctionne parce que les gens se sont appropriés l'établissement et l'ont transformé en institution, c'est-à-dire ont mis le paquet sur l'humain pour exercer les missions qui sont confiées à l'établissement. Vous voyez, ça c'est une petite différence qui a l'air de rien du tout, mais qui engloutit la plupart de nos énergies, à nous les professionnels. Donc je vais vous parler un peu de ça. Voilà. Alors pourquoi c'est très important cette affaire de l'institution? Parce qu'on voit bien que les dispositifs qu'on va mettre en place pour accueillir les patients en question, soit on est sensible à la question de pourquoi ils viennent dans ces établissements, et à ce moment-là, ça nous renvoie immédiatement à
quels sont les signes de leur souffrance psychique. Et à ce moment-là, ça nous renvoie à quelle est l'angoisse sous-jacente à l'expression de ces signes de leur souffrance psychique. Et à ce moment-là, on est confronté à à une bifurcation possible. Et c'est notre éthique à chacun d'entre nous qui nous permettra de choisir notre camp. Soit on se dit, moi, cette angoisse-là, en fait, je ne vais pas pouvoir m'en occuper parce que c'est trop. Et à ce moment-là, l'angoisse va rester à l'état pur dans le monde de l'enfant ou de l'adolescent ou de l'adulte concerné. Et donc cette angoisse ne va pas rester comme ça à l'état liquide. Elle va se rigidifier, elle va se solidifier, elle va se carapassonner autour de la personne en question qui est producteur d'angoisse. Et donc à ce moment-là, ça va donner ce que ça donne dans tous les asiles périphériques ou centraux, c'est-à-dire que les gens y sont pour y recevoir des choses qui les aident à changer, et en fait, ils ne reçoivent pas les choses qui pourraient les aider à changer, c'est-à-dire à changer pour eux le statut que l'angoisse archaïque a pris dans leur vie de tous les jours. Donc l'autre alternative, c'est celle que choisissent un peu les artisans de la psychiatrie et de la psychothérapie institutionnelle, c'est de se dire cette angoisse, elle existe. Il n'est pas question de dire, comme dans certaines de classifications internationales, l'angoisse, chercher l'angoisse dans le DSM, ça n'existe pas. L'angoisse, elle existe. Elle a existé entre ce bébé, comme ça a été dit dans les deux interventions précédentes, avec des styles très différents, mais qui convergent. Elle a existé depuis le début, et elle a essayé de trouver des voies pour se transformer dans l'interaction avec les parents. Et je suis d'accord avec madame, le papa n'est pas du tout inutile dans cette affaire de la transformation de l'angoisse dans la relation interactive entre bébé et parents. Cette angoisse, elle était plus forte que les capacités des parents à la transformer, pour des raisons qui peuvent être tout à fait bien génético-neurodéveloppementales. Je ne remets pas du tout ça en cause. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le corps a ses raisons, comme le rappelait Christian, que la génétique ne connaît pas encore très bien d'ailleurs, soit dit en passant, et que parmi ces raisons d'être angoissé quand on est autiste, c'est tout à fait possible que les gènes, parce qu'un gène ça m'étonnerait, les gènes articulés avec le neurodéveloppement, articulés avec le sillon temporal supérieur, etc., je vous passe les détails, et des effets sur l'accentuation de cette angoisse, bien entendu. Mais les circuits interactifs parentaux n'y suffisent pas. Et les parents, quand ils viennent nous voir pour dire « moi j'ai essayé, mais je n'y arrive pas », non pas du tout, mais je n'y arrive pas tout seul, je vous demande de l'aide, alors, d'un seul coup, cette angoisse qu'ils ont éprouvée, eux, parents, de la part de leur enfant, devient un objet partageable avec nous, les professionnels. Et donc, à ce moment-là, cette interaction-là, entre l'enfant et les parents, entre l'enfant, les parents et les professionnels, devient un objet de travail. Et vous avez compris l'alternative éthique. Soit je sens que, ou je m'en fous, qui saille se faire foutre les autistes. Bon, ça c'est une position que personne ne dit, mais je peux vous dire qu'objectivement, il y en a beaucoup qui la pensent. Bon. Soit dit en passant pour ma colère là. Bon. Soit ils disent l'angoisse existe, d'accord, mais moi je me sens trop fragile, je ne peux pas, je vais faire autre chose. Je vais aller dans l'industrie, je vais faire autre chose. Bon, d'accord, ça c'est possible. Et puis il y a ceux qui disent bon, on va essayer de la transformer. Alors quand on se met à essayer de la transformer, alors d'un seul coup, on se retrouve dans cette démarche que je résume d'une façon alors hyper synthétique, excusez-moi du peu, dans ce que j'appelle le circuit phorique. C'est-à-dire, on met en place des dispositifs d'accueil, les ateliers dont on a parlé ce matin, j'ai entendu des trucs formidables ce matin, dont on a parlé aussi cet après-midi d'une façon plus nuancée, plus implicite, mais quand même très importante, les allusions qui étaient faites à ce truc-là. Et c'est une manière de dire pour les professionnels, monsieur, madame, vous venez me voir avec votre enfant qui a des angoisses dont vous ne savez pas très bien quoi faire tout seul, on va essayer nous aussi de la prendre sur nos épaules psychiques. J'insiste sur le mot. C'est-à-dire la fonction phorique, c'est je prends le poids que vous portez tout seul avec vous, je vais faire un bout de chemin et on va porter ça ensemble. Alors c'est très important parce que les parents à ce moment-là sentent que d'un seul coup ils sont plus tout seuls. Mais ce n'est pas suffisant. Et alors, qu'est-ce qu'on va mettre à la disposition des enfants qui viennent là, à ce moment-là? On va mettre pas rien de nous. On va mettre notre esprit, notre appareil psychique, notre capacité de recevoir et de contenir les angoisses dont je viens de parler précédemment. C'est pas rien comme cadeau qu'on fait aux gens.
Vous direz, on est salarié pour ça. Bon, d'accord, on est salarié pour ça, mais quand même, on reçoit dans notre appareil psychique tout un tas d'éléments que j'appelle, alors ça dépend du niveau métapsychologique de la souffrance. Je fais un aparté, j'en fais un de plus. Actuellement, le DSM et la CIM-10 moins, mais le DSM essaie de nous faire croire qu'il y a les autistes, et puis il y a les autistes formes qui se dégradent au fur et à mesure pour aller vers les normaux. Hein. Alors les TSA, c'est ça l'opération bancaire actuelle, c'est de dire tout le monde a un trouble du spectre autistique parmi toute cette population d'enfants qui vont mal dans leur développement. Il y en a qui sont des autistes purs, et puis il y a des autistes impurs, hein, au bout. Puis après, plus loin, il y a les normaux. On nous fait croire qu'on va s'occuper de ceux qui sont autistes d'une manière qui est la manière bien pour s'occuper d'eux, et qu'à côté de ça, tous ceux qui ne sont pas vraiment autistes, qu'on appelait avec Mises et compagnie avant psychose infantile, dysharmonie évolutive, etc., on s'en occuperait pareil que les autistes, avec les mêmes méthodes. Mais les mecs qui disent ça, ils n'ont jamais vu une psychose infantile de leur vie, clinique, pour dire des choses pareilles. Donc, les objets d'angoisse dont il est question, à la lumière de cet aparté que je viens de vous faire, coléreux une fois de plus, eh bien, ce sont des objets différents suivant que ce sont des autistes ou des psychotiques, justement. Quand ce sont des autistes, moi j'appelle ça maintenant des adhésiles, les objets qu'ils adressent les enfants autistes à leur environnement, aux parents et aux professionnels, par analogie avec ce qu'ils font quand ils sont psychotiques, et j'appelle ça des projectiles. Hein, bon. Ben, quand ils sont autistes, ils sont coléas, comme dit Geneviève Hague, et ils font des choses qui restent marquées sur votre corps. Ceux qui s'occupent vraiment des autistes, ici, je veux voir tout le monde à poil, je suis sûr que ceux qui s'occupent des autistes, ils ont tous des marques sur leur corps. Eh bien, ce n'est pas la même chose que quand on s'occupe d'un enfant psychotique. Un gamin qui allait bien jusqu'à 3 ans, puis qui a décompensé, qui devient hyper violent, les écoles n'en veulent plus, tous les établissements n'en veulent plus, et il se retrouve en psychiatrie. Celui-là, quand on rentre chez soi le soir, on pense encore à lui. La nuit, on se réveille, on fait des cauchemars avec cet enfant-là. On ne fait jamais ça avec les enfants autistes. Bon, donc il y a des différences cliniques très importantes, adhésives pour les premiers, projectives pour les seconds, et tout ça, c'est des manières d'être angoissés qui sont très différentes. Donc, nos appareils psychiques à nous de soignants professionnels, on reçoit tous ces objets volants non identifiés dans notre appareil psychique, et c'est parce qu'on les accueille, ces objets volants non identifiés, qu'on va pouvoir en faire quelque chose, non pas tout seul, parce qu'à ce moment-là, les parents qui sont de la même contextion que nous en auraient aussi fait quelque chose, mais on va pouvoir en faire quelque chose en équipe. Alors la notion d'équipe, pour ça, est fondamentale, et non seulement en équipe, mais en équipe articulée avec les parents. Donc, cette fonction de recevoir dans sa tête de professionnels les objets volants non identifiés, c'est-à-dire l'angoisse qui vient des enfants en question, c'est ce que j'appelle la fonction sémaphorique. On devient les porteurs de l'angoisse. Mais au début, quand on ne connaît pas encore bien l'enfant, on ne sait pas très bien le statut de cette angoisse dans son développement. Et il va falloir tout un temps d'apprivoisement pour qu'on connaisse mieux ce que cette angoisse nous fait à nous. Et il faut donc qu'on dispose d'éléments institutionnels qui nous permettent de partager avec les autres soignants de l'équipe les vécus, alors mot technique, contre-transférentiels de chacun des membres de la constellation transférentielle, avec les voisins et avec le postulat de départ que ce que je vis moi est forcément différent de ce que vit mon voisin et ma voisine. Et que c'est parce qu'on parle ensemble de ces vécus différents qu'on arrive à opérer une fonction qui va avoir un effet de contenance pour les angoisses de l'enfant. Et la clinique et les expériences que vous avez faites et que j'ai fait moi-même ne trompent pas sur ces effets de la réunion de constellation sur la clinique anxieuse de l'enfant en question. Alors quand on peut faire ce travail également de constellation en l'étendant au travail avec les parents, alors là vraiment c'est un travail tout à fait intéressant qu'on fait parce qu'on va comparer ce qui se passe chez les parents avec leur enfant, pour peu qu'on puisse être modeste, humble et authentique. On va faire état aussi, comme l'a dit Marie-Dominique tout à l'heure dans son intervention, de nos difficultés à nous soignants avec leur enfant. Et ces identifications réciproques entre les parents et l'équipe vont permettre qu'on parle authentiquement de cet enfant-là et pas de l'idéalisation qu'on en fait en disant « Oh là là, ça va beaucoup mieux depuis que je le prends en charge dans mon séance. Tu parles, mon œil. »
Hein, ça, c'est des histoires qu'on dit quand on n'est pas encore confronté à la réalité de l'enfant autiste ou de l'enfant psychotique. Donc il me semble que cette manière de présenter les choses, vous voyez, va être une double, ce que j'appelle le circuit phorique. La fonction phorique, nos épaules psychiques, on accueille. La fonction sémaphorique, on reçoit dans notre appareil à penser, nous, les angoisses des enfants. Et quand on discute avec les autres de l'équipe, on en fait quelque chose ensemble qui a des effets de contenance sur l'enfant. Et quand on le fait aussi avec les parents, ça a aussi des effets de contenance. Et cette troisième fonction-là est une fonction métaphorique, c'est-à-dire qu'à plusieurs, on est en train de porter cet enfant et dans certains nombres de cas, de trouver du sens à ce qu'il fait dans les situations dans lesquelles il se retrouve accueilli. Alors, pour pouvoir faire ça dans une équipe, vous comprenez bien que quand on dit créativité, quand dans l'argument du congrès on dit plaisir, quand on dit curiosité, quand on dit humour, eh bien ce sont tout un tas d'éléments qui sont, alors je dis encore tel que je pense, absolument indispensables pour réussir ce travail. Si vous êtes dans une équipe dans laquelle c'est jamais possible de rigoler, c'est jamais possible de faire de l'humour, c'est jamais possible de faire la formation que vous souhaitez, de faire un certain nombre de réflexions de groupe, etc. C'est même pas la peine de prétendre vous occuper des enfants autistes et psychotiques. Ça marchera pas. C'est pas la peine de commencer. Donc là, il y a vraiment des vertus cardinales de l'institution qu'il faut pouvoir développer, on pourrait dire presque de façon progrédiente et rationnelle, c'est-à-dire qu'il faudrait faire un plan de formation dans les équipes pour qu'on arrive à pouvoir faire de l'humour. Vous voyez un peu le paradoxe. Parce que si un truc qu'on ne peut pas faire, c'est de l'humour a priori, évidemment. Mais vous voyez, c'est des notions très importantes. Et finalement, quand Freud, dans son livre sur les mots d'esprit dans le rapport avec l'inconscient, produit ce concept fondamental pour nous dans les institutions, qu'il appelle sidération et lumière, eh bien c'est précisément quelque chose qui a été repris par les psychanalystes purs et durs, pur sucre, quand ils parlent de l'interprétation qui a un effet sur l'analysant. Mais moi, au niveau institutionnel, je constate que dans une réunion ou dans une consultation avec des parents, quand d'un seul coup on est en train de se dire, à confronter nos points de vue et à les articuler, bon Dieu, mais c'est bien sûr, s'il fait ça, c'est parce que ça veut dire ça pour lui, alors d'un seul coup, quelque chose se libère de la pensée et renouvelle, on pourrait dire, l'énergie disponible pour penser plus loin pour cet enfant-là, entre l'équipe et les parents. Alors, il se trouve que vous voyez tous ces éléments-là, ça a l'air de rien, mais il faut pouvoir y parvenir. Parce que ce n'est pas donné d'emblée, ce n'est pas donné dans les clés en main de l'établissement. Il faut fabriquer l'institution, et pour que cette institution soit fabriquée, il se trouve que ça tombe bien parce qu'il y a un certain nombre de gens depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a cité Toscaïès, etc., Houry, tous ces gens-là, qui ont réfléchi à ces questions-là, et que ça s'appelle la psychothérapie institutionnelle, précisément. La culture dans la psychothérapie institutionnelle, ça fait partie des multiples jambes dont Toscaïès parlait. Il parlait de 2 jambes, psychanalytiques et politiques. Mais enfin, il y a plein de jambes. Enfin, bon, entre les 2 jambes, il y a une petite jambe. Enfin, ça, c'est seulement la moitié de la population. Mais il y a beaucoup d'autres jambes. Et il y a la jambe culturelle, qui a toujours eu une place considérable dans ce mouvement de psychothérapie institutionnelle. Un club thérapeutique, qu'est-ce que c'est? Sinon, l'occasion de culture dans un service de psychiatrie. Ça, c'est très important de pouvoir penser ça. Et dans un service d'enfants, qu'est-ce que c'est qu'un journal, dans un atelier journal? C'est la fonction club transposée des adultes dans des services d'enfants. Je pense à une anecdote, puisque vous en avez raconté, moi je vous en raconte aussi. Une gamine qui s'appelait Majida, qui était une adolescente qui foutait un souk incroyable dans le service tout le temps, et cassait tout, elle faisait des fugues sans arrêt. Bon, elle faisait des saluts militaires devant le médecin-chef, comme ça. Enfin, vraiment, personne ne comprenait rien à ce qui se passait. Et puis, elle faisait des fugues et se faisait ramener par les militaires. Bon, déjà, on se disait quand même, là, il y a une logique là-dessous. Bon. Et puis, un des gamins qui s'occupait de l'atelier journal disait « Majida, tu veux pas venir avec nous parce qu'on va aller faire un reportage au camp militaire où tu vas tout le temps ». Alors Majida est allé faire avec les gamins du journal le reportage au camp militaire. Ils ont retrouvé là le type qui était responsable du camp militaire qui lui a dit « Mais comment vous vous appelez, vous ?» Alors elle a donné son nom et le type qui était responsable du camp militaire a dit « Mais votre père, il était sous-officier avec moi il y a 20 ans dans l'armée, là dans le coin. » Et alors on a découvert que la Majida en question, sans le savoir elle-même, elle faisait des fugues pour aller
dans le camp militaire où son père était passé 20 ans auparavant, c'est-à-dire avant même qu'elle soit née, pour y faire une école de sous-officiers X ou Y. Bon. Donc vous voyez que ça, par exemple, c'est un exemple qui montre que un journal, c'est un endroit institutionnel où on va pouvoir mobiliser à partir de fonctionnements institutionnels réguliers des événements qui sont des passages à l'acte et qu'on va les transformer, comme dit Oury, en acting-out. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça devient un acte qui a un sens. C'est pas, elle fait ça pour nous emmerder, elle est toujours en train de fuguer, il faut prévenir le directeur, la police, etc. Il y en a marre qu'elle fasse ça. Non, 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 elle fait ça parce que pour elle, ça a une logique qu'elle suit. Hein. Et donc, d'un seul coup, ce passage à l'acte devient un signe qui vient nous indiquer quelque chose de son histoire. Alors là, vous voyez, ça c'est très intéressant. C'est vraiment ça la psychothérapie institutionnelle au sens strict. Hein. Bon. Donc la culture, vous voyez, c'est ces dispositifs qu'on met en place dans les services dans lesquels on travaille. Quand un infirmier dit « moi je suis passionné de voile, je voudrais faire un atelier bateau », je peux vous dire que la première fois que j'ai parlé de ça au directeur de l'hôpital où j'étais et qu'on allait faire un atelier bateau à voile, le directeur il est tombé de sa chaise en se disant « mais ça y est, les psychiatres, ça fait longtemps que je pensais qu'ils sont fous, mais là ça y est vraiment, celui-là je vais le faire hospitaliser. Hein. » Bon.